on peut quand même dire que, que tu as une œuvre courte mais dense. Il y a pour l'instant 2 gros romans et beaucoup de choses qui vont autour. Ouais, un recueil de nouvelles, voilà. Recueil Et de puis, nouvelles. des petits livres, là, le dernier. Notamment celui-ci, ouais. Ouais. Qui est une œuvre très politique. Où il est précisément question de notre rapport à la liberté, hein, donc la zone du dehors, la horde du contrevent. Je reviens à ton cas particulier, je me permets. Hein, on en parlait rapidement aussi tout à l'heure. C'est comme si tout à coup, parce que ton œuvre avait rencontré une préoccupation citoyenne, tu étais de plus en plus appelé à donner ton avis. Je rigolais tout à l'heure en disant que quand on ne sait pas quoi penser, on n'a pas la langue Damasio. Mais est-ce que tu as le sentiment qu'on a besoin de repères par rapport à ça et que justement ça va trop vite, notamment parce qu'on a le sentiment d'être dépossédé de notre liberté, de notre libre arbitre, indépendamment de la notion du vif sur laquelle on va pouvoir revenir, mais en termes ne serait-ce que de liberté. Il y a plein de raisons et de réponses à ça. Le premier truc, c'est quand tu dis en boutade, voilà, et vous m'appelez machin. Moi, je trouve ça très inquiétant au sens où justement, c'est complètement bâtard. Enfin, tu vois, mes constructions sont relativement bâtardes, mais ça traduit aussi en creux quelque chose, c'est que les gens s'interdisent de penser transversalement. Et moi, je suis auteur de science-fiction, je crée des œuvres politiques ou sociologiques qui sont de l'anticipation socio ou politique. Donc forcément, je vais devoir absorber énormément de données et essayer de les transcrire en récit, de les mettre en personnages, de créer des identifications de ces personnages, de créer des mondes. Bon. Et du coup, je suis bien obligé à un moment donné d'y aller. Moi, ce que je crois, c'est qu'on est la génération noyée, quoi. Voilà, qu'on est la génération pas perdue, mais noyée. C'est-à-dire que la déferlante des réseaux nous est tombée dessus. Pour moi, c'était autour de 95. C'est-à-dire qu'autour de 95, Internet apparaît globalement dans le monde. Et quasiment en même temps, et ça, c'est une convergence qui est assez intéressante, les téléphones portables et bientôt les smartphones. Et cette double révolution, parce que là, on peut vraiment parler de révolution, ça a vraiment totalement altéré, modifié, transformé, retourné la façon dont on vit au quotidien, quoi. On n'a eu absolument pas le temps de s'y préparer. Voilà. Et aujourd'hui, quand je vois, tu vois, dès qu'on parle de la technologie, on est en train de patauger, quoi. Voilà, on est dans une société où on patauge complètement. Il n'y a pas d'éducation à la technologie. Le grand trou de l'éducation nationale aujourd'hui, c'est que on n'éduque pas, malgré tout ce qu'on peut raconter, machin, on n'éduque pas les enfants à se servir d'Internet, on ne les éduque pas à se servir des réseaux sociaux, on ne les éduque pas à choisir les bons jeux vidéo, ceux qui vont leur permettre de vraiment se déployer. Il y a des jeux vidéo extraordinaires qui développent des facultés cognitives magnifiques, qui développent l'imagination. Et puis il y a des jeux vidéo parfaitement addictifs qui nous bouclent dans des réseaux neuronaux très très fermés. Et comment vous faites pour que votre gamin aille vers ces jeux, lui éviter les jeux ferments, addictifs, j'ai envie de dire pervers, en tout cas d'un point de vue neurologique? Qui fait ça? Voilà. Quel parent fait ça? Moi, je discute avec plein de parents, etc. Quel parent a la sensation nette, a l'espèce de conscience précise et claire de se dire, oulala, le problème et l'enjeu numéro 1 avec mes gamins quand ils vont arriver à l'adolescence, ça va être de les éduquer aux nouvelles technologies. Tu vois? Moi, je suis convaincu de ça. Voilà, moi, j'ai 2 gamines, j'ai 6 et 9 ans. Je dis tout le temps à ma femme, qui elle, est prof de français et qui est plutôt très loin des technos, et je lui dis, mais tu sais, le premier enjeu, ça va être ça. Voilà, ça va être de les éduquer à l'utilisation d'Internet, à les éduquer à l'utilisation des réseaux sociaux, de savoir comment utiliser un moteur de recherche, et pas simplement pour protéger sa vie privée, etc., mais simplement comment quel art de vivre face aux technologies tu mets en place. Et cet art de vivre, il n'existe pas aujourd'hui. Donc tout le monde cherche. Donc on va effectivement, on va demander à différentes personnes, parce que dès qu'on a l'impression qu'elles ont un tout petit peu réfléchi sur le sujet, mais ça traduit un gouffre abyssal. Alors à part des gens comme Bernard Stiegler, tu vois, qui je le bénis, qui sont là et qui essaient de penser au quotidien les technologies, il y a quand même très peu de choses qui sont faites. Et puis des magazines qui essaient de s'y empoigner. Il y a Uzbek Erika, il y a Oui Demain, il y a quelques magazines qui s'y collent. Mais très objectivement, on a un retard fou, ça va très vite, et on n'est pas situé. Voilà, on n'arrive pas aujourd'hui à... Donc moi, j'essaye de dire ça, c'est-à-dire j'essaye de dire un truc extrêmement simple. Je dis, moi, je suis ni technophobe ni technophile. Je considère que la technologie fait un avec l'homme, c'est-à-dire c'est ce que dit Sloterdijk, c'est-à-dire que l'espèce humaine, tous les animaux naissent, mais nous, les hommes, on vient au monde, quoi. Et on vient au monde par l'acte technique. Ce qui fait qu'on sort du singe pour aller à l'homme, c'est le premier moment où on utilise un outil, c'est le premier moment, même dit Sloterdijk, où on lance une pierre. Il dit, l'homme ne descend pas du singe ou du cygne, il descend de la pierre. Il descend du moment où on jette une pierre à distance pour toucher un oiseau ou un animal à distance. Et dans ce geste où
on projette, on s'ouvre l'espace, on s'ouvre une clairière et on s'ouvre un monde qui n'existait pas avant nous. C'est très beau ce passage Sloterdijk. Et donc voilà, et puis c'est pas que lui, hein, le roi Gourand, et énormément d'anthropologues l'ont dit, l'être humain c'est hominisé par la technologie. Donc ça veut rien dire de dire je suis technophobe, je suis contre la techno, c'est absurde, c'est comme dire être contre l'être humain. Mais par contre, il faut être technocritique, quoi. Ça me paraît évident. Et voilà, se mettre en face et se dire qu'est-ce qu'une technologie qui arrive m'ouvre ou me ferme dans mon rapport au monde. Quel art de vivre à la technologie je peux me constituer? Quel épicurisme technologique je peux mettre en place, quoi, tu vois? Au sens où Épicure, voilà, distinguait entre des désirs superflus, vains, et des désirs absolument naturels et fondamentaux, quoi, tu vois? Qu'est-ce qui est superflu? Qu'est-ce qui est vain? Qu'est-ce qui m'apporte? Qu'est-ce qui m'ouvre? Toutes ces questions sont clés sur ce rapport à la techno. Mais c'est compliqué, ouais, c'est clair. On parle beaucoup, je vais te provoquer un peu, mais on parle beaucoup d'empowerment. Ouais. Et quand je t'entendais parler tout à l'heure de la recherche et développement et de l'innovation technologique qui est issue d'un financement, qu'il soit étatique ou capitaliste, ouais. Je me disais finalement, est-ce qu'il n'y a pas aussi le pendant de tout ça qui est la science citoyenne? Je sais que le Festival des idées s'y est un petit peu intéressé, la Paillasse était partenaire du festival. Cette réappropriation de la technologie, de la science, y compris de la biologie, par les citoyens. Et de ce point de vue-là, je me souviens dans une interview qu'on avait faite avec toi, tu nous avais dit attention, ne pas confondre pouvoir et puissance. Mmh. Est-ce que néanmoins, on ne peut pas se dire qu'il y a une réappropriation, ne serait-ce que citoyenne, un début de quelque chose de cette technologie? Petit exemple, là encore, parmi d'autres, le fameux compteur Linky qui est développé par EDF subit aujourd'hui un certain nombre de réticences, voire de résistances. Ouais, ça réagit bien là-dessus. Hein. Et on est quand même peut-être aussi là à la naissance de quelque chose. C'est vrai, en fait, tu le disais, ça fait seulement 20 ans qu'il y a eu cette espèce de basculement anthropologique majeur qui est l'arrivée de la techno dans nos vies quotidiennes. Non, mais tu pointes quelque chose de super intéressant. Et puis, il y en a même qui font la distinction. Tiens, quand tu lis le Comité Invisible, ils font la distinction entre technologie et technique en disant la technique, c'est ce que je peux encore empoigner. La technique, c'est ce que je peux me réapproprier, réassimiler et, encore une fois, faire par moi-même. C'est-à-dire, cette fameuse figure du hacker, qui est une figure exceptionnellement importante aujourd'hui, c'est-à-dire celui du bricoleur, le hacker au sens bricoleur. Ce qui se passe dans les Fab Labs, dans les hackerspaces, etc. C'est-à-dire que vous venez, puis vous apprenez à souder des circuits imprimés, vous apprenez à faire des machines, vous apprenez à créer vos meubles, voilà, on va y revenir. Et ça me paraît absolument vital. Voilà, c'est la première chose qu'on devrait apprendre aux gamins, c'est la première chose qu'on devrait... Même je parle là de désir et d'envie, parce que le désir et l'envie, c'est quelque chose de fondamental, de donner envie aux gosses de dire, ben voilà, moi je vais faire moi-même les choses, plutôt que de subir la technologie ou de la recevoir comme un cadeau, et un cadeau toxique, empoisonné, enfin un pharmacone, comme dit Stigler, c'est-à-dire à la fois quelque chose de relativement toxique et empoisonné, et à la fois quelque chose qui sert de remède. Et c'est vrai que moi, je me suis rendu compte que souvent, quand je fais une critique technologique, ce que je critique finalement, c'est la façon dont les grands groupes de type GAFA nous amènent et nous vendent la technologie. Il y a une façon évidemment très belle de s'y approprier, tu en as parlé, c'est ce qu'on appelle la technique, quoi, donc le fait de faire directement plutôt que la technologie ce qu'on nous donne. Mais si tu veux, moi, mon premier point critique, et ça c'est vachement important, c'est de dire, voilà, quelle est la petite économie affective ou émotionnelle qu'il y a derrière cette espèce de technophilie ou cette hurrah techno qu'on nous vend à longueur de pub, à longueur de journée, à longueur de sollicitation marketing. Et ça, j'avais travaillé là-dessus pas mal et je m'étais dit, bon, et je vous fais juste un petit chapitre là-dessus, en gardant en tête ce que tu dis, parce que ça me paraît super important, c'est de dire, bon, la première chose qui explique effectivement, parce que tant que vous ne comprenez pas l'économie de désir derrière quelque chose, c'est très difficile de l'interpréter. Première chose, c'est que la techno, et il faut le redire, elle vient outiller nos paresses. Alors vous allez me dire, ouais, d'accord, la voiture, l'escalator, etc. Oui, pendant très longtemps, elle est venue outiller nos paresses physiques. Mais aujourd'hui, elle vient outiller nos paresses cognitives. Voilà. On a passé un cap, on vient outiller la paresse de chercher à s'orienter tout seul en prenant un GPS. D'accord ? La paresse d'essayer de traduire tout seul en prenant un outil de traduction. La paresse de chercher dans sa mémoire une information en prenant un moteur de recherche, etc. Donc il y a un outillage de la facilité, de la fluidité, de la paresse qui est extrêmement important.
Et on a vraiment le sentiment, moi j'ai le sentiment au niveau de l'évolution anthropologique de l'homme, il y a un truc comme ça, une fois ça m'est venu, j'ai repensé à cette espèce d'image magnifique de Ghost in the Shell où vous voyez ce manga et ce film splendide, où on a l'héroïne qui est juste la tête et puis un bout de la colonne vertébrale avec les câbles, et puis c'est tout, et puis elle est suspendue comme ça, un câble. Et cette image, elle est très belle parce que ça veut dire que l'être humain, au fond, se rapatrie dans son système nerveux central. Moi j'ai ce sentiment-là, c'est-à-dire qu'il y a une perte de la chair, il y a une perte du corps, ou en tout cas, on vient se concentrer sur le réseau de neurones, le cerveau, et le système nerveux central, tous les nerfs qui sont autour. Et quand je joue aux jeux vidéo, ça me frappe tout le temps. En jeu vidéo, j'ai le sentiment qu'il n'y a que ça qui est activé. Ce n'est pas mes muscles, ce n'est pas ma rapidité, c'est mon réseau nerveux. Voilà, et c'est mon cerveau. Et cette espèce de façon de se dire, bon, ok, on a délaissé les muscles, on a délaissé la chair, maintenant on est en train de délaisser aussi les capacités cognitives et on se rapatrie juste dans ce qui serait le plus spécifiquement humain, qui serait la créativité, tu vois. Et quand tu vois Michel Serres, il te dit, ouais, mais de toute façon c'est génial parce que justement il va rester que ça, le plus intéressant chez l'homme, c'est qu'il est créatif. Oui, on est des purs esprits. Voilà, des purs esprits et surtout des purs... Bon, c'est très beau et très optimiste, mais la vérité c'est qu'en fait, on est en train de dégrader énormément, encore une fois, la puissance personnelle. Et des capacités toutes simples comme mémoriser, comme s'orienter, comme hiérarchiser une information, on finit par les déléguer aux applis. Donc, premier point, la techno vient utiliser les paresses. Voilà. Deuxième point, la techno vient conjurer nos peurs. Ça, je suis convaincu de ce truc-là. Elle vient nous rassurer. Voilà. Déjà, elle conjure une des peurs les plus fondamentales, c'est la peur d'être seul, c'est la solitude. Et elle la conjure par les réseaux sociaux, elle la conjure par le smartphone, elle la conjure par cette espèce de grande bulle régressive et infantilisante qui est plus jamais seul, on peut toujours être joint, on peut toujours joindre. Beñat Sayag a fait un livre magnifique là-dessus avec Angélique Delray qui s'appelle Plus jamais seul. Vraiment, je vous le conseille, il est très beau d'un point de vue psychanalytique. Et il montre très bien ce phénomène où on va se refermer dans une bulle et on n'accepte plus cette espèce de coupure ontologique avec l'autre. Tu vois. Et lui dit un truc très beau, à un moment donné, il dit c'est un contresens absolu sur le désir parce que, au fond, par rapport à... Là, je pense à ma femme, je pense à mes enfants. Moi, quand je pars, je les appelle pas, je n'ai pas le portable, ou en tout cas, je peux les avoir une fois par jour et rarement plus. Et il dit, c'est finalement dans cette absence que va monter la présence de l'autre. C'est dans le fait que je ne peux pas les joindre, que je ne suis pas dans un continuum de communication, que mon désir pour eux, mon envie d'eux, mon manque d'eux, ce que je pense d'eux, ce que je ressens d'eux, va monter en moi et se faire jour. Et le désir, il dit, c'est ça, quoi. Il dit, quand vous court-circuitez ce désir-là, vous êtes dans une sorte de régression un peu infantile, vous êtes dans la fusion de la matrice, comme vous étiez fusionné avec notre mère, comme ça, et ça ne vous permet pas de réellement grandir. Donc, conjuration de cette peur d'être seul, et puis aussi, bien sûr, ce côté conjuration de l'angoisse. Moi, je dis la technologie souvent, et on le voit dans la façon dont les gens utilisent le smartphone dans les transports en commun, c'est comme une eau, quoi, tu vois. Moi, j'ai l'impression que c'est comme une eau, elle s'infiltre dans tous les interstices comme ça de nos vies, dans tous les temps morts, dans tous les moments où on ne sait pas quoi faire, où on s'ennuie, où on se sent mal, etc. Et bien, tout d'un coup, on sort le smartphone, on sort l'ordi et on fait monter comme ça nos petites applis, nos petits rapports au monde technologisés. Personne ne se sent visé, évidemment. Non, tu vois. Et ça, voilà, c'est une espèce de conjuration d'angoisse existentielle. Or, moi, je crois que ces moments d'ennui, que ces moments où tu ne sais pas quoi faire, où tu attends, etc., sont précisément, en tout cas moi je peux vous dire en tant qu'écrivain, c'est les moments où la création monte, c'est les moments où j'ai des idées, c'est les moments où quelque chose se passe. Ces temps morts sont toujours des temps de vie en fait. Et en conjurant ces temps morts, généralement vous vous interdisez d'avoir cette rupture de pensée, ce changement comme ça noologique qui va vous permettre de créer ou de trouver quelque chose de neuf. Et puis dernier truc là-dessus, c'est que la techno, c'est une sorte de régie de contrôle, tu vois, c'est quelque chose qui va te permettre de filtrer ton environnement, de filtrer tes amis, de filtrer tes appels, qui va te permettre de gérer un peu tout ce qui arrive. Donc c'est une sorte de régie comme ça, de contrôle du monde. Et le smartphone, pourquoi on l'a tout le temps dans les mains? Pour gérer comme ça ce monde autour de nous. Donc c'est vraiment une aide au contrôle et une simplification en plus de l'univers autour de nous. Et puis bon, grand truc, on l'a dit, bien sûr, c'est un empuissantement, c'est une capacitation, c'est une approche de pouvoir, un empouvoirment, ça c'est clair. Mais le dernier truc, et là on part, s'il y a un transhumaniste dans la salle, on va rigoler, parce que c'est vraiment ça, pour moi, qui y a derrière le transhumanisme, c'est-à-dire une économie de désir vraiment très particulière, qui, pour moi, l'antique désir d'être Dieu, c'est ce que j'appelle la pensée magique qu'on a tous, hein, dès qu'on est enfant. Et dans cette pensée magique, on aimerait que effectivement, on ne souffre plus, on vieillisse plus, qu'on tue la mort, c'est-à-dire qu'on ne soit plus affronté
aux conditions ontologiques de l'existence incarnée. Voilà, c'est une grande subversion, c'est très punk le transhumanisme en fait, c'est une grande subversion des conditions ontologiques de l'existence incarnée, c'est-à-dire qu'on veut être ici et ailleurs, on veut l'ubiquité, on veut ne plus mourir, on ne veut plus vieillir, on ne veut plus souffrir, etc. Et ça, bah, bien sûr, c'est le cœur même des récits mythiques, c'est le cœur d'énormément, en tout cas, de constructions littéraires et filmiques. Et c'est évident que ça nous attire, ça nous fascine, quoi. Donc, simplement, il faut à un moment donné se dire ok, je suis un être humain, est-ce que ça ne suffit pas, quoi, tu vois, est-ce que j'ai besoin de ça pour... Donc voilà, on a envie d'un monde qui nous obéit au doigt et à l'œil, à la voix, etc. Moi, j'aime beaucoup l'évolution des interfaces aussi, c'est super intéressant. Toi, c'était dit, je demande que quelqu'un m'obéisse au doigt et à l'œil, tu vois, tu te dis au doigt, ah ouais, le truc tactile, et à l'œil, ah ouais, l'écran, ouais, c'est ça, quoi. Puis en plus, maintenant, il rajoute à la voix, tu vois, puisqu'on est de plus en plus en reconnaissance vocale et en fait, tout ça, c'est des pulsions, voilà, de démiurge, quoi. Tu vois, on adore ça, c'est fascinant que le monde, maintenant, c'est la pensée, les ondes EEG, etc. Donc, voilà, donc c'est l'économie qu'il y a derrière. C'est en tout cas de désir, hein, j'appelle ça l'économie des âmes.